live. Voilà, comme ça, je saurai que c'est pour ça que vous m'appelez. Vous me mettez en objet question live et vous posez votre question. Faites pas une évidence pour certains, mais je pense que c'est important de le rappeler. Il faut avant tout savoir pourquoi on va utiliser la plante. Et dans le pourquoi, il y a une autre notion qui rentre en ligne de compte heu, un peu moins commune. C'est, le fait que la physiologie n'est qu'un point de vue. La physiologie est un point de vue. Alors, je ne retrouve plus le nom de l'auteur. La citation n'est pas de moi, mais elle est très juste. Lorsque l'on parle de physiologie, lorsque l'on parle du fonctionnement du corps, c'est important d'avoir le référentiel dans lequel on est. Sur quoi on se base? Un exemple tout simple. En physiologie conventionnelle, on va considérer que là, je suis en train de faire ce qu'on appelle une abduction du bras, c'est-à-dire que j'écarte mon bras du tronc. OK, jusqu'à là, tout le monde va me dire: «Non mais Loïc, tu es gentil, tu écartes le bras de ton tronc». Voilà. Sauf que je peux aussi considérer, en approche sensible, on va considérer que ma main monte. C'est pas tout à fait la même chose. Alors évidemment, si je fais juste ce geste-là et que je dis rien, ça ça peut ne paraître pas changer les choses. Sauf que si je suis l'observateur, que je regarde la personne et que je dis: «OK, est-ce qu'elle écarte le bras de son tronc? Est-ce que sa main monte? Est-ce que son coude monte? Est-ce qu'elle est en train d'ouvrir cet angle-là?» Faites-le en même temps et vous verrez que la perception déjà que vous avez de vous-même est différente. Ça, c'est un petit détail sur la façon dont on bouge. Mais tout ça, ça va être valable à l'intérieur du corps, dans le fonctionnement du corps. De dire que, telle enzyme va avoir telle réaction, telle molécule va avoir telle réaction, c'est un point de vue. C'est le point de vue que la médecine conventionnelle a choisi pour observer le fonctionnement du corps. Si on va le prendre avec la médecine chinoise, elle va dire, voilà, on a des souffles à l'intérieur du corps, on a des souffles, on a du sang, et ces différents souffles, en fait, vont mettre en fonction le corps. Eh bien, ça, c'est un point de vue, le point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. En Ayurveda, on va vous dire qu'il y a les différents bioénergies, les doshas. Vous allez avoir le prana, qui est la circulation du souffle. Il y a plein d'autres souffles qui sont définis en médecine ayurvédique. Ça, c'est le point de vue de la médecine ayurvédique. Chaque médecine a son point de vue. Et de ce point de vue va découler un usage. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, avant, pardon, il y a une question qui est pertinente. Le problème se pose au niveau du choix. Oui et non. Et c'est exactement ce que je souhaite vous présenter. Là, en fait, le problème, il va pas choisir au niveau de la façon dont on va analyser le corps. Ça pourrait être éventuellement la question d'un thérapeute. Mais pour soi, la question, elle va pas se poser là. La question, elle va se poser sur comment je lis mon terrain. Alors mon terrain au sens large du terme, c'est-à-dire comment je lis ce que je suis à un moment donné. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une approche qui est la permathérapie. La particularité de cette approche, c'est que la permathérapie va avoir une lecture du terrain qui englobe parce qu'elle est conçue comme ça, qui englobe aussi bien les concepts de la médecine traditionnelle chinoise, de la médecine indienne, de la physiologie conventionnelle, de la médecine tibétaine, de la médecine cherokee, de la médecine sibérienne, etc., etc. C'est-à-dire que toutes ces approches-là, elles se rejoignent. On peut le voir dans la table ronde qui a été faite hier, où on avait une spécialiste en médecine chinoise, en ayurveda et en dentisterie, et à chaque fois, elle disait: «Ah oui, mais ça correspond à la même chose, ça se rejoint». Bah oui, puisque au final, c'est l'analyse du corps, c'est notre corps en fait qu'on regarde, c'est notre corps qu'on essaie de comprendre. Donc tous ces éléments-là font un lien. Ce qui va nous intéresser là, c'est d'essayer de trouver un moyen d'avoir un lien qui soit lisible. Moi, c'est ce que j'ai essayé de développer avec la permathérapie. La permathérapie, c'est une approche de soins qui s'appuie sur les principes et les éthiques de la permaculture. La permaculture, c'est une agroécologie qui va chercher non pas à amener du sauvage dans la maison, parce que si on veut amener du sauvage quelque part, eh bien, il suffit de laisser faire la nature, elle va redevenir sauvage sur plusieurs milliers d'années. Donc, c'est pas vraiment ça l'idée de la permaculture, c'est de faire en sorte que ce que l'on travaille dans la terre aille le plus possible en cohérence avec un fonctionnement au plus proche de la nature. Je dis bien au plus proche parce qu'à partir du moment où la main
de l'homme cherche intellectuellement à modifier le fonctionnement de la nature, il interagit dessus. Donc il oublie qu'il en fait partie et donc bah, ça fausse les données, ça fausse le fonctionnement. Donc c'est vraiment on a cette conscience que, OK, de toute manière, moi je vais changer la façon dont elle fonctionne spontanément. Je suis dedans et j'essaie, dans ma grande prétention, de croire pouvoir la modifier. OK, je suis raccord avec le fait en tant qu'humain, je suis prétentieux vis-à-vis de la nature, mais je vais essayer, de comprendre les grandes règles, les grandes lois, en fait, qui me régissent pour être le plus proche possible. On va définir ce qu'on appelle des éthiques, c'est-à-dire des pensées fondamentales, des espèces de bases sur lequel on va pouvoir, s'appuyer. Ces éthiques, elles sont au nombre de 3. La première éthique, c'est le fait d'être attentif au vivant. Et lorsque l'on parle de soi, on a tendance à être attentif à l'humain d'abord, mais d'abord d'être attentif au vivant. Être attentif au vivant, c'est déjà se poser la question de l'interaction de ce que je fais avec le vivant et de me considérer moi-même dans le vivant. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ces éthiques, sinon on va prendre trop de temps sur le reste, mais on pourrait y passer des heures, mais c'est déjà être attentif au vivant, être attentif à la plante que je vais utiliser, être attentif aux impacts que l'utilisation de cette plante va avoir sur l'ensemble, sur l'écosystème. Le deuxième point, c'est d'être attentif à l'humain. Ça reste une thérapie, donc je suis attentif à l'humain, je suis attentif à ce que moi, ça va avoir comme impact. Troisième qui surprend toujours, c'est celui de redistribuer l'excédent. Alors redistribuer l'excédent, va me dire: «Loïc, tu es bien mignon, comment je fais pour redistribuer l'excédent?» Eh bien, redistribuer l'excédent, c'est tout simplement ça revêt plein de formes, hein. Je dis, je ne veux pas y passer trop de temps, mais heu, ça peut être tout simplement de redire. Vous avez pendant ce sommet des plantes médicinales appris énormément de choses. Transmettez-le, dites-le autour de vous. C'est c'est ça redistribuer l'excédent, c'est je sais comment utiliser, la tisane de romarin que j'étais tellement pris, elle est restée j'avais dit que j'en prenais une pour ce live et elle est restée dans la cuisine donc voilà, bref. Je sais comment utiliser telle plante, je sais utiliser telle huile essentielle. Dites-le, ne dites pas comme quelque chose qui est une solution pour la personne, parce que ça, ce serait diriger la personne. Non, c'est redistribuer l'excédent. Vous avez appris que dans telle situation, ça fonctionne dans ce cas-là. Eh bien, dans ce cas-là, si jamais pour toi ça peut être utile, c'est de faire en sorte que ce savoir, il se diffuse le plus largement possible. Ça, c'est une première façon de faire. L'autre façon de faire et que j'apprécie particulièrement, c'est le fait de garder à l'esprit que c'est lorsque on est au mieux qu'il faut penser à résoudre les problèmes. C'est pas forcément qu'une question de prévention, mais on entend souvent dire, voilà, quand on a un conflit, voilà et que ce conflit nous a rendus malades, pour, ne plus être malade, il faut résoudre le conflit. Bon, ça, c'est tout à fait discutable. À un moment donné, de toute manière, il va falloir résoudre ce conflit parce que c'est dommage de rester avec. Eh bien, peut-être que c'est quand tout va bien, avant d'attendre que ça n'aille pas bien et que ce conflit nous impacte, est-ce qu'on ne peut pas essayer de le résoudre quand ça va, quand on va bien? De redistribuer cet excédent de santé que l'on a vers les autres et leur dire: «OK, en ce moment ça va bien, je suis stable, je suis posé, je suis OK» et je vais vers les autres pour redistribuer cet excédent et leur dire: «OK, là on est en conflit, on peut peut-être essayer de le résoudre». Voilà, c'est une piste que je vous propose. Donc on a nos 3 éthiques sur lesquelles on va baser des principes. Alors, les principes, on a des principes fondamentaux, des principes, de conception, on a des principes généraux. Bon, il y a 22 principes, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée de ces principes, c'est de permettre en fait de s'orienter. Je vous renvoie, si vous voulez sur mon site se soigner autrement.net, je vous mettrai le lien sur lequel vous avez, ces différents principes qui sont, exposés succinctement. Mais l'idée de ces principes-là, c'est, de pouvoir avoir des références pratiques. Je vais prendre une idée, le premier, ce sera par exemple faire que le soin soit utile. Ça peut paraître bête, mais lorsque j'entends des personnes qui me disent: «Aujourd'hui, je fais tel type de soins, ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an», j'ai entendu des fois 2 ans, enfin des choses complètement folles et qu'est-ce que ça change? Rien. Eh bien ça, c'est pas un soin utile. Si ça change rien
Alors oui, j'ai senti c'était un tout petit peu moins bien. Un tout petit peu moins bien, c'est pas satisfaisant. Enfin, un tout petit peu, j'avais un petit peu moins mal, pardon. Un tout petit peu, c'est pas satisfaisant. C'est un début, mais c'est pas satisfaisant. Ça veut dire qu'il correspond pas. Donc ce n'est plus un soin utile. Si ça ne fait qu'un tout petit peu, alors qu'on pourrait faire plus, c'est pas suffisant. Alors il y a des situations où le tout petit peu, c'est déjà énorme. Donc dans ces cas-là, c'est utile. Mais si ça change pas grand-chose, j'ai encore eu très récemment une dame qui venait me voir et qui me disait, voilà, elle avait fait une éviction du gluten, des sucres, du lait. Il y avait une autre éviction qu'elle avait faite, des lectines et je sais plus quoi. Bref, donc il y avait plus grand chose, hein. C'était très compliqué pour qu'elle se fasse à manger, etc. Ça faisait 3 ou 4 mois qu'elle avait fait ça et quand je lui ai demandé, bon, ok, est-ce que c'est mieux maintenant? Et bah, oui, peut-être que le soir, je m'endors un petit peu mieux. C'était pas ça son problème d'origine. Je dis: «Mais stop, on arrête ça. C'est le problème, clairement, il vient pas de là. Si le problème venait de là, ça aurait au moins changé quelque chose. Vous auriez vu une évolution». C'est un peu cette idée-là. Donc dans les principes, il y en a plein. Il y a, le fait de commencer, par avoir une vision globale avant d'aller dans le détail. Bref, ces principes-là, ils vont nous permettre de réfléchir le soir. Et après, on va rentrer dans ce qui est vraiment la permathérapie, c'est-à-dire cette vision de la physiologie. Alors, je vais pas vous faire tout le cours de la formation de permathérapie, elle dure plusieurs centaines d'heures, donc je vais pas vous faire tout le cours, mais il y a deux grandes idées fortes dans la façon dont on va réfléchir le soir. La première, c'est la notion de rythme. Les rythmes, c'est toutes ces choses-là qui ne sont pas des cycles. Alors, on les voit pas en cycle. Voilà, le cycle menstruel ou le cycle circadien sont en réalité des rythmes. En quoi ça change? Eh bien, je vous inviterai à écouter le boléro de Ravel. Dans le boléro de Ravel, tan 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 tan, tan tan, tan 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 tan, bien, on a une évolution. Il y a un changement. Eh bien, c'est ça, en fait, nos rythmes. C'est-à-dire que nos rythmes, ils évoluent en permanence. Je parle plus d'expérience de ce que j'ai rencontré plus que de ce que j'ai vécu, mais votre rythme menstruel, est-ce qu'il est le même que celui de la semaine dernière? Enfin, ou du mois dernier plutôt. Est-ce qu'il est le même que celui lorsque vous aviez 15 ans? Est-ce qu'il est le même que celui lorsque vous aurez 80 ans? Évidemment, non. Puisque à 80 ans, bien, ce rythme n'aura pas disparu, hein, contrairement à ce qu'on dit. Il se sera lissé, il se sera transformé, il aura évolué, mais il n'aura pas disparu. Et ce qui fait la particularité de la vie et l'intérêt du soin, et en particulier des soins, des plantes, pardon, on va voir comment on les utilise, ce n'est pas le fait de rétablir l'homéostasie, de rétablir ses cycles, c'est de rétablir ses rythmes. L'homéostasie, ce n'est observable que sur un temps donné, dans une zone donnée. La définition, qui n'est d'ailleurs pas de Claude Bernard, ça c'est une aparté, mais la définition de l'homéostasie, c'est l'observation d'une donnée à un moment donné, dans un lieu donné. Et ce n'est pas le regarder sur la vie entière. Sur la vie entière, l'homéostasie, ce n'est pas un objectif de soi. On ne cherche pas l'homéostasie. On cherche en fait à réaccorder ce rythme, de faire en sorte que ce rythme soit en phase avec non pas uniquement la personne, mais avec la personne, ce que vit la personne et l'ensemble de ce qu'on va appeler les contextes de la personne. Donc, les rythmes, on va avoir des rythmes très très longs. Voilà, de ma naissance à ma mort, c'est un rythme. Bon, celui-là, c'est quand même le plus long. Mais au milieu de ça, je vais avoir les rythmes annuels, les saisons. Je vais avoir les rythmes mensuels qui ne sont pas uniquement chez les femmes. Je le dis juste comme ça, hein. Les hommes aussi ont des rythmes mensuels et aussi un rythme hormonal, cette vision de l'homme, c'est stable et ça ne bouge pas. C'est pas compliqué. Quand c'est stable et que ça ne bouge pas, c'est mort. Donc, non, les hommes aussi ont des rythmes, juste il faudrait qu'ils en prennent conscience. Mais bon, on va pas aller sur ce terrain-là. On va avoir des rythmes plus courts, le rythme dit circadien. Donc le rythme circadien, c'est jour, nuit, c'est des rythmes en fait sur 24 heures. Il y a d'autres rythmes circadiens. Et puis on va avoir des rythmes dits ultradiens, c'est des rythmes très rapides qui peuvent être extrêmement rapides, comme le rythme cardiaque. Voilà. Je viendrai à personne de parler de cycle cardiaque, il est toujours différent.
Bah, c'est la même chose pour le reste plus large, c'est des rythmes et ces rythmes-là bougent et donc ces rythmes, on va beaucoup travailler dessus en permathérapie parce qu'on va aller observer comment ces rythmes fonctionnent, comment ils s'accordent entre eux, comment ils vont être en phase et on va d'abord d'ailleurs chercher à travailler sur les rythmes rapides, les rythmes ultradiens avant de, travailler sur les rythmes plus lents qu'on appelle infradiens, peu importe. Voilà, cette notion de rythme est très importante. Pareil, on pourrait y passer des heures, mais c'est important d'avoir en tête cette idée-là que ces rythmes à l'intérieur de moi, déjà, ne sont pas figés. Je vais pouvoir agir dessus et c'est un élément extrêmement important. D'un point de vue pratique, comment ça va se faire? J'ai des troubles du sommeil. C'est un rythme long, un rythme sur une journée. Eh bien, le fait déjà de changer ma respiration quelques fois dans la journée, c'est déjà une première façon de changer un rythme ultradien, de changer un rythme rapide et en changeant ces rythmes très rapides, ça va influer, ça va réaccorder les rythmes plus lents. Alors évidemment, plus les rythmes seront éloignés, plus ça peut mettre du temps, mais c'est des premières pistes. Donc là, je vous le donne avec ces exercices-là, mais il y a plein d'autres choses, qui sont en lien avec les rythmes. Donc on a les rythmes, un point important de la permathérapie et on a ce qu'on appelle, je vous l'ai cité tout à l'heure, les contextes. Les contextes, c'est quoi? Les contextes, c'est ce qu'on appelle le terrain, sauf qu'on appelle ça le terrain en homéopathie, en naturopathie, en médecine chinoise, en médecine ayurvédique, en endobiogénie. Le terrain, à quoi ça correspond? Eh bien, en fait, la permathérapie, elle propose un modèle dans lequel on va parler de ce qu'on appelle les contextes. Les contextes, c'est des espèces de, on peut les modéliser comme des sphères qui vont contenir l'ensemble des données du terrain, de ce qu'est la personne à un moment donné ou dans le temps, mais en fonction des sphères qui la concernent. On va avoir ce qu'on appelle les contextes personnels. Le contexte personnel, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. On a le contexte, on parle de contexte de vie aussi. On a le contexte social, c'est tout ce qui va se passer dans la relation avec l'extérieur, avec l'autre, avec l'environnement. On va avoir les contextes historiques. Le contexte historique, c'est tout ce qui va se passer, enfin toute ma relation avec ce qui s'est passé avant, ce qui vient de mon histoire. Le fait que je sois un humain, je fais partie de la lignée des humains. Je suis le fils d'eux, le petit-fils d'eux, l'arrière-petit-fils d'eux. Voilà. Et ça crée aussi un contexte historique, aussi bien d'un point de vue génétique, tout simplement, que d'un point de vue relationnel, générationnel, avec des histoires familiales qui peuvent se transmettre, etc. Donc, on a ce contexte historique. On va avoir, je ne sais plus où j'en suis, je les ai, le contexte médical. Le contexte médical, bah, c'est la lecture de la pathologie. Alors, suivant le contexte, suivant l'approche que l'on va avoir, mais c'est la lecture de la pathologie. Voilà, le contexte médical en médecine chinoise, ce sera une baisse du vi de qi, une baisse de vide de yin, une baisse de vide, non mais n'importe quoi Loïc. Une vide de yin, une vide de foie, un excès de yang, enfin, peu importe. Ça, ce sera la lecture, le contexte médical. En médecine conventionnelle, on dira bah, c'est telle pathologie avec telle donnée. Mais ça ne me parle pas des autres. Donc, on va avoir ces différents contextes qui vont nous permettre de lire, de mieux comprendre la personne. Et dans chacun de ces contextes, en fait, on va intégrer des outils de lecture, des outils d'analyse. Alors, on en a des spécifiques en permathérapie. Je vais juste vous en parler d'un seul parce qu'il va nous servir juste après. Il y en a un qu'on appelle les dynamiques. Les dynamiques, c'est, comme son nom l'indique, la dynamique dans laquelle se trouve la personne, la situation, comment ça fonctionne à ce moment-là. Ces dynamiques, elles sont au nombre de 5. On va retrouver les dynamiques nourrissantes. Les dynamiques nourrissantes, c'est tout ce que le corps va mettre en place ou ce que nous, on va pouvoir mettre en place pour nous lorsqu'il y a un manque. S'il y a un manque, on va chercher à le nourrir. La deuxième dynamique, c'est la dynamique stimulante. La dynamique stimulante, on va la mettre en place, non pas
pour énergiser, ça c'est tonifiant, mais on va la mettre en place lorsqu'il y a une stagnation. La stimulation et la tonification, c'est 2 choses très différentes. Et là, je parle bien de stimulation. La stimulation, c'est ce que l'on va mettre en place à l'intérieur de nous ou les outils qu'on va utiliser pour le mettre en place lorsqu'il y a stagnation. Voilà. Si je prends un exemple, c'est plus facile de vous montrer des exemples physiques, comme ça vous les voyez directement, mais voilà, si j'ai mon poignet qui est figé, eh bien, la stimulation, il y a stagnation, eh bien, je vais le mettre en mouvement. Et ça va être la stimulation. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire dans tous les cas, hein. C'est juste là pour l'exemple. La troisième dynamique, c'est la dynamique apaisante. Et là, on va l'utiliser lorsqu'il y a agitation. C'est-à-dire que lorsque ça bouge trop, on va tout simplement calmer, on va apaiser. C'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais c'est important de les avoir en tête pour pouvoir poser la suite. Il y a 2 autres dynamiques qui sont plus subtiles, parce que là, on a vu, on est sur des choses qui sont un petit peu aiguës, voilà, qui vont arriver, tac, tac, pouf, ça commence, je viens d'avoir mal à la tête, j'ai quelque chose qui s'agite à l'intérieur de moi, je vais plutôt aller vers quelque chose d'apaisant. Voilà. Mais on a des choses qui durent dans le temps. Et là, on va avoir 2 autres dynamiques, qui sont la dynamique aggradante et la dynamique dégradante. L'aggradation, c'est le fait de rajouter des éléments dans la structure que l'on utilise, dans le système que l'on utilise. Si vous avez un jardin et que vous faites du compost et que vous mettez votre compost sur votre terrain, vous aggradez le terrain, tout simplement. Et vous avez la dégradation. La dégradation, c'est quand l'on va retirer. Si votre terrain, il y a plein de pierres, il est trop riche en, voilà, je suis en train de chercher, bref, s'il est trop riche et que vous utilisez des plantes qui vont pomper cet élément-là, j'ai que l'épilobe, voilà, mais je crois que c'est pour le cyanure, l'épilobe, mais voilà, vous allez utiliser ces plantes pour le retirer, eh bien, dans ces cas-là, vous allez dégrader le terrain. Il n'y a pas de notion de négatif ou de positif, hein. C'est pour ça que j'insiste dessus. La notion d'aggradation, la dynamique d'aggradation, on va la mettre en place lorsqu'il y a délabrement. J'ai une partie d'une structure, voilà, on va reprendre prendre un autre exemple. Au niveau de l'intestin, voilà, une porosité intestinale, c'est typiquement un délabrement de la muqueuse intestinale. Et donc là, on va se tourner vers des soins aggradants. D'accord? Un délabrement du microbiote. Voilà, le microbiote n'est plus compétent. On va chercher à aggrader. L'autre, c'est la dégradation. Et la dégradation, là, en fait, on va être lorsqu'il y a élaboration, mais qu'il ne devrait pas y avoir l'élaboration. L'épine calcanéenne, ça c'est assez, je pense parce que ma mère m'a contacté il y a peu pour ça. L'épine calcanéenne, coucou maman si tu m'écoutes, l'épine calcanéenne, c'est typiquement une situation où il y a un excès d'élaboration. Enfin, il y a une élaboration, tout simplement. Et donc, on va chercher à la dégrader. Et donc, on va utiliser soit des plantes, soit des techniques qui vont être dans cette dynamique dégradante. Et ce qui nous amène à la suite aux outils. On va avoir différents outils. Alors, en permathérapie, là, je vais vous parler que d'un seul outil, je vais vous parler des plantes, mais en fait, on a 4 catégories d'outils, je vous présente très rapidement. On a ce qu'on appelle les outils alimentation, c'est une catégorie. Dans alimentation, on va prendre tous les outils qui concernent notre quotidien, ce qui nous nourrit au quotidien. Donc, il y a le fait de manger, la diététique, mais il y a tout ce qui va concerner l'hygiène physique, l'hygiène psychique, tout ce qui va concerner nos activités quotidiennes qui vont avoir une action faible ponctuellement, mais très forte sur le temps. Voilà. Le fait d'avoir une diététique saine, quelle qu'elle soit, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, c'est pas parce que vous mangez un repas sain que ça va vous détruire. C'est pas parce que vous mangez un repas de junk food que ça va vous détruire. Parce que c'est pas la force au moment donné, c'est la force sur le temps que l'on regarde. Donc, voilà, c'est cette idée-là dans les outils alimentation. On va avoir les plantes, on va en reparler, et on va avoir les techniques manuelles et gestuelles, tout ce qui va concerner en fait la mise en mouvement du corps, et on va voir que c'est un élément particulièrement important.
et auquel je tiens beaucoup. Et on va avoir les techniques instrumentales qui vont avoir la particularité de ne jamais venir altérer l'intégrité physique. C'est une particularité des techniques de permathérapie. On n'altère pas l'intégrité physique. Parmi les techniques qui altèrent l'intégrité physique, on va retrouver la chirurgie. Voilà, on traverse la peau. L'acupuncture aussi, d'une certaine manière. Je ne dis pas que c'est des techniques qui ne sont pas bien. Je dis juste que c'est des techniques qui doivent arriver lorsque le reste a déjà été fait. Lorsque on est arrivé à un stade où on doit altérer cette intégrité. Parce qu'à partir du moment où vous altérez l'intégrité physique, même avec la plus fine des aiguilles, à partir du moment où vous altérez l'intégrité physique, vous percez la peau, c'est irréversible. C'est pas grave que ce soit irréversible, juste il faut en avoir conscience. C'est irréversible parce que si ça va mieux, ça va mieux. Si ça va pas bien, eh bien, cette marque-là, elle sera là. Elle va évoluer, elle sera moins forte évidemment lorsque c'est une toute petite aiguille que si c'est une cicatrice qui vous prend de la tête aux pieds, soit. Mais c'est irréversible, c'est juste un constat. Il y a des choses qui sont réversibles et des choses qui ne le sont pas. Lorsqu'on altère l'intégrité physique, on est irréversible. Une huile essentielle qui va être nécrosante, qu'on n'utilise pas, je vous le dis tout de suite, mais la moutarde par exemple, elle fait partie des catégories de plantes qui altèrent l'intégrité physique, qui vont avoir un effet irréversible. Donc, on a ces 4 catégories. Et on va avoir la catégorie des plantes. Et dans ces plantes-là, on va avoir plein de façons de les utiliser. Et ce qui va nous intéresser, j'ai oublié de vous parler d'une autre notion, c'est la notion des systèmes. Alors, ça fait beaucoup de notions, hein. Je sais que je vous les balance, mais c'est pour que vous voyez un petit peu la façon dont ça se construit. C'est-à-dire qu'on va avoir dans le corps différents systèmes. Le système cardiovasculaire, le système pulmonaire, le système immunitaire. Et dans ces systèmes, en fait, il y a une espèce d'organisation où on va avoir 4 systèmes fondamentaux. Les 4 systèmes fondamentaux sont le système immunitaire, le système hormonal, qui n'est pas le système endocrinien, le système hormonal, toutes les hormones du corps, et il n'y a pas que les glandes endocrines qui ont des hormones, tous les organes du corps sont endocrines, ont tous une fonction d'endocrine. Même la graisse osseuse, même la peau a une fonction endocrine. Donc là, ça, on le découvre, c'est des découvertes assez récentes, mais tous nos organes sont hormonaux. Après, avec des degrés divers. Bon, je ne vais pas revenir sur le système hormonal parce que là, on pourrait en parler pendant des heures aussi, avec des choses d'ailleurs qui ne sont pas juste, hein, le thymus, voilà, il n'est pas plus hormonal, il n'est pas plus endocrinien que ne l'est le cœur ou que ne l'est l'intestin grêle. Ça, c'est un détail. Donc, on a notre système hormonal. On va avoir le système nerveux, donc tout ce qui va concerner notre cerveau, les nerfs dans le corps, etc. Et on va avoir le système tenségral. Le système tenségral, c'est tout ce qui concerne les structures tenségrionelles. Alors, ça ne vous avance pas. Les ostéo, ligamentaux, tendinaux, musculo, voilà, c'est facial. C'est tout ce qui va faire les structures qui font que lorsque je me déplace, voilà, là, j'ai pas ma rate qui reste dans un coin et là, j'ai pas mon foie qui reste dans un coin, j'ai une unité. Ça donne une unité de mon corps et ça me permet d'entrer en relation, d'avoir une mobilité. C'est ça, le système tenségral. Donc, on a nos 4 systèmes fondamentaux. Et on va avoir à ces 4 systèmes fondamentaux 2 systèmes de soutien qui vont être le système digestif et le système urinaire. C'est des systèmes de soutien parce que c'est eux qui vont à la fois apporter de quoi nourrir ces 4 systèmes-là et évacuer ce qui est en trop, les excédents, les productions, etc. Donc ça nous fait 6 systèmes. Et les autres systèmes sont des systèmes connexes. Alors je précise à toute fin utile que ce n'est pas parce qu'un système est connexe qu'il n'a pas d'importance. Le système cardiovasculaire est connexe. Mais si vous n'avez plus de cœur, si vous n'avez plus de poumons, voilà, ils sont connexes, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants. Tous les systèmes sont importants. Juste, ceux-là ne sont pas fondamentaux. Juste une petite réflexion, hein. Les 4 systèmes fondamentaux sont présents dans toutes les structures vivantes.
toutes les structures vivantes, à des échelles différentes, avec des organisations différentes, mais toutes les structures vivantes ont ces 4 systèmes fondamentaux. Les systèmes connexes sont présents dans quasiment toutes les structures vivantes. Quasiment toutes, parce qu'il y en a qui vont avoir on va avoir des petits jeux particuliers. Les systèmes connexes ne sont pas présents dans toutes les structures vivantes. Voilà, c'était juste concernant les systèmes. Donc, on va arriver au vif du sujet, qui est les plantes. En permathérapie, on va utiliser les plantes sous toutes leurs formes. C'est-à-dire qu'on va les utiliser sous forme de plantes fraîches, de plantes sèches, de teinture mère ou d'alcoolature, peu importe, j'utiliserai le terme l'un ou l'autre, c'est-à-dire la plante dans de l'alcool, de vinaigre aromatique, la plante dans du vinaigre, de liqueurs aromatiques, de vins médicinaux. On va les utiliser sous forme d'huile essentielle, d'hydrolat, d'élixir de bourgeon. Alors, l'élixir de bourgeon, c'est ma façon de parler des macérats glycérinés mères de bourgeon. Voilà, moi je préfère élixir de bourgeon, je trouve ça plus joli. Les élixirs floraux, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre les sirops officinaux, les infusions, les décoctions, les emplâtres. On va utiliser les champignons, on va utiliser les produits de la ruche, on va utiliser l'argile. L'argile qui est une plante au sens très large du terme, puisque c'est une terre sédimentaire. Donc, ce sont des plantes qui ont sédimenté pour former l'argile. Donc, on va utiliser l'argile en tant que plante. Voilà. Et tous les produits qui nous viennent de ces productions-là ont l'homéopathie aussi, pourquoi pas. Ce n'est pas un élément important, mais on n'y est pas opposé. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'à chaque fois, ce ne sont pas des produits de synthèse, ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des produits où il y a une transformation de l'homme. L'huile essentielle, il y a eu transformation de l'homme. L'hydrolat, il y a eu transformation de l'homme. Il y a eu la main de l'homme qui est venue. Même un élixir de bourgeon a laissé à macérer dans un élément sucré, que ce soit de la glycérine, du sucre ou du sirop d'agave ou bien du miel. Il y a eu, et puis de l'alcool et éventuellement de l'eau. Il y a main de l'homme. Hein. Donc, tous ces éléments-là, peut y avoir une transformation par l'homme, mais il n'y a pas de synthèse par l'homme. C'est-à-dire que ce sont les produits tels qu'ils sont, aussi bien qualitativement que quantitativement. On n'est pas dans une vision, il me faut tant de molécules, etc. Ce n'est pas la vision de la permathérapie. Et ce qui va nous être utile, en fait, pour choisir, c'est d'utiliser les dynamiques. C'est pour ça que je vous en parlais. Lorsqu'on va être dans une dynamique particulière, on va chercher à trouver à la fois, la plante qui correspond à cette dynamique-là, et 2, l'extrait de plante, la façon dont est extrait la plante, le format qui correspond à cette dynamique-là. Sachant que ce n'est pas fermé. Hein. Voilà, quelquefois, on va plus se dire, moi, c'est la plante qui m'intéresse avec cette dynamique-là, et deux fois, ça va être plus l'extrait avec cette dynamique-là. Globalement, on va déjà commencer par les extraits parce que c'est ce qui est le plus simple. Je dis bien globalement, c'est un des facteurs de choix. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, comme je viens de le dire, mais un des facteurs de choix, ça va être de dire, OK, j'ai une problématique d'aggradation et donc je vais aller regarder le type d'extrait qui a plus par nature cette dynamique-là. Ça ne veut pas dire que toutes les plantes auront cette dynamique-là, mais il a plus par nature cette dynamique-là. Dans les plantes nourrissantes, les extraits de plantes, je reprends. Dans les extraits de plantes nourrissantes, on va retrouver tout ce qui est plantes fraîches, sèches, et les sirops officinaux. À chaque fois, je vous donnerai, vous allez voir. On va avoir les plantes fraîches ou sèches qu'on va consommer directement et les sirops officinaux. Donc, on va avoir, manger, vous faites une salade de pissenlit, vous faites un pesto d'ortie, vous faites on est directement sur la plante fraîche ou sèche. Voilà, vous rajoutez du thym à votre salade ou de l'origan à votre salade. Voilà, on est dans cette dynamique nourrissante. Et on va avoir les sirops officinaux. C'est clairement des éléments qui vont venir nourrir, qui vont ramener des éléments là où il y a un manque. Le sirop officinal, c'est une extraction qui va être aqueuse à l'eau, dans lequel on va rajouter du sucre.
Et le simple fait, et il y a une concentration en fait dans le sucre, le simple fait de rajouter du sucre, le sucre va être nourrissant. Donc il y a cette dynamique fondamentalement dans le sirop officinal qui est, qui est une dynamique nourrissante. On va avoir la dynamique stimulante. Dynamique stimulante, on va retrouver tout ce qui est les teintures mères, les alcoolatures, mais également les vins médicinaux, les liqueurs médicinales. Alors la différence entre vin médicinal et liqueur médicinale, le vin médicinal, vous mettez une plante à macérer dans du vin, un vin, que ce soit du vin rouge, du vin blanc, du rosé, peu importe. Enfin, pas peu importe, mais pour l'idée du vin médicinal. Et les liqueurs, eh bien, on est sur des titrages plus importants. On va mettre à macérer dans de la vodka, dans du cognac, dans du kirsch. Voilà, on met à macérer. Donc, évidemment, la consommation, elle est diminuée d'autant. Donc, on va avoir les teintures mères qui sont des alcoolatures. Les alcoolatures, c'est pas uniquement laisser à macérer dans un alcool. Hein. Il y a, je vous invite à voir l'interview de Christian Escrivá sur le sujet. On va avoir des titrages qui vont être différents. On va mettre d'abord 30, puis 40, puis 50, puis 60, etc. Et en fonction des plantes, on ne mettra pas les mêmes titrages. Et donc, on va avoir ces deux-là qui vont avoir par nature, du fait même de la présence d'alcool, en fait, une dynamique stimulante. Parce que l'alcool, alors, va avoir cette dynamique stimulante. Et il va avoir un effet aussi qui va rentrer le corps dans une dynamique stimulante. On va avoir un effet de vasodilatation, on va des artérioles, on va avoir un effet de chaleur. Enfin bref, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, d'activation aussi de certains processus digestifs. Bref, donc ça a par nature une dynamique stimulante. On va avoir la dynamique apaisante. Dans la dynamique apaisante, on va retrouver les huiles essentielles et les élixirs floraux. Alors là, j'entends déjà les personnes qui s'y connaissent un petit peu en huiles essentielles qui me disent « Mais Loïc, il y a des huiles essentielles qui sont stimulantes. » Eh bien, de mon point de vue, il y a des huiles essentielles qui sont tonifiantes. Mais la dynamique même du fait de la façon dont a été préparée la plante, de l'extraction de la plante, est une dynamique apaisante. Les huiles essentielles ont pour fonction de limiter l'agitation. Cette limitation de l'agitation peut avoir un effet tonifiant, mais ce n'est pas un effet stimulant. On va avoir une diminution de l'agitation. Et un point qui va dans ce sens-là, c'est la façon dont on va utiliser. On utilise les huiles essentielles, et ça, tous nos intervenants sont revenus là-dessus de façon très claire, sur des choses assez ponctuelles. On va être sur des prises qui vont être à court terme, on va être sur quelque chose qui va chercher à changer, à faire un shift dans l'état de la personne. C'est-à-dire qu'elle est dans un état d'agitation, paf, on va la placer dans un état d'apaisement. Il y a un changement, un renversement, quelque chose qui est très rapide, quelque chose qui va très vite. Alors très vite, ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais on n'est pas sur quelque chose qui va nourrir le corps sur des années. Vous ne prenez pas une huile essentielle sur des mois, vous la prenez sur quelques jours, quelques semaines. Eh bien, c'est cette idée-là, en fait. Dans l'apaisement, on est sur un moment donné, il y a quelque chose. Et c'est quelque chose qui est agité peut nous mettre à plat. Hein. Ça peut nous fatiguer. Être apaisant, c'est pas être. On peut apaiser quelqu'un qui est épuisé. Voilà, c'est vraiment deux notions qui sont différentes. Hein, j'insiste dessus. Et donc, les huiles essentielles et les élixirs floraux vont avoir cet effet-là de diminution, cette fonction-là de diminution de l'agitation. Et donc, un effet, une dynamique apaisante. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Hein. On va avoir la dynamique aggradante. Dans la dynamique aggradante, on va chercher en fait à c'est lorsqu'il y a un délabrement qui est trop présent. Et donc, on va venir apporter des éléments qui vont permettre de construire. C'est pas tout à fait la notion nourrissante. Hein. Quelquefois, on les confond entre les deux, la dynamique nourrissante. Là, on est quelque chose qui va reconstruire, mais ça apporte des éléments de construction. On va dire que la dynamique nourrissante, c'est lorsque vous avez le camion qui apporte les pierres, les bottes de paille, le bois pour construire votre maison. Lorsqu'on est dans la dynamique aggradante, c'est le maçon ou l'architecte
qui va dire: «OK, on va la mettre là, on va l'ajouter là». Voilà, on rajoute pas des éléments de matière, mais des éléments de construction, enfin des voies de construction. On va retrouver dans ces catégories-là les hydrolats et les infusions ou les décoctions. Les infusions et les décoctions et les hydrolats, du fait de leur présence de l'eau, vont avoir cet effet en fait où ils vont permettre la gradation, la reconstruction lorsqu'il y a eu délabrement. Parce que l'eau va être un véhicule extrêmement fort qui va amener les personnes en fait à agrader leur terrain. Et puis on va avoir la dégradation. La dégradation, l'extrait de plante ultime de la dégradation, ça reste les élixirs de bourgeon. Les dégradations, je vous en ai pas parlé, je suis passé un peu vite dessus dans les différents outils. On en a un qu'on appelle les tendances. Les tendances, c'est comment la personne va réagir. Lorsqu'on va plutôt réagir avec de l'inflammation, de l'infection ou la sclérose. La sclérose, c'est quand les choses se figent. Eh bien, là, typiquement, la sclérose, c'est une dynamique dégradante qu'on va mettre en place. Et dans les dynamiques dégradantes, c'est les élixirs de bourgeon qui sont maîtres. Les élixirs de bourgeon et les vinaigres aromatiques. Donc, vous allez prendre un vinaigre de pomme, vinaigre de vin en fonction, et vous allez rajouter une plante dedans, du sureau, du thym, qui de l'estragon, qui du romarin, qui de la lavande, qui de la racine de pissenlit, dans un vinaigre aromatique. Le terme n'est pas tout à fait juste parce qu'il ne sera pas forcément aromatique, donc on pourra plutôt dire vinaigre thérapeutique, parce que avec de la racine de pissenlit, ça ne vous fera pas un vinaigre aromatique, mais un vinaigre thérapeutique. Parce que par nature, l'extraction de l'élixir de bourgeon ou du vinaigre est elle-même dégradante. Elle va venir permettre de limiter les élaborations. Voilà pour ce qui est des 5 dynamiques et des 5 catégories en fait dans lesquelles on va placer nos différents extraits ou usages de plantes. Alors après, les champignons, ils ont une place un petit peu à part parce que certains champignons sont plutôt aggradants, d'autres dégradants, d'autres stimulants, d'autres apaisants. Donc, ils ont une place un petit peu à part. Les champignons, c'est toujours à part, hein, c'est toujours différent, les champignons. Mais voilà, on va avoir les miels. Les miels, on va être plus dans une dimension nourrissante, une dynamique, nourrissante. L'argile, on va être plutôt dans une dynamique, alors suivant la façon dont on l'utilise, mais plutôt dans une dynamique aggradante, etc., etc. Donc, vous voyez un petit peu la logique qui est derrière. Et ensuite, en fait, on va aller regarder les plantes. On a des plantes qui, par nature, sont plutôt aggradantes, nourrissantes, dégradantes, stimulantes, apaisantes, etc. Si je vais prendre un exemple, il y en a une dont on a beaucoup parlé, mais qui est fascinante, hein, c'est l'ortie. L'ortie, en fait, vous avez 3 parties dans l'ortie qui est utilisée d'un point de vue thérapeutique, hein. Il y a plein d'autres choses qui sont utilisées, mais d'un point de vue thérapeutique, on va utiliser les feuilles, on va utiliser les graines et on va utiliser les racines. C'est intéressant de constater que les feuilles ont une dynamique nourrissante extrêmement forte. Voilà, ça c'est une première chose. Là où les graines ont plutôt une dynamique aggradante. Elles vont plutôt être aggradantes, les graines d'ortie. Et vous avez les racines qui vont plutôt avoir une dynamique dégradante. C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher à la fois la plante, mais aussi la partie de plante qui va avoir la dynamique qui nous correspond. Si je prends une autre... Alors, un point quand même particulier, je ne l'ai pas évoqué, mais parce qu'il est tellement évident et on en a beaucoup parlé, mais lorsqu'on utilise des plantes, des plantes thérapeutiques, on va chercher avant tout à utiliser des plantes qui sont proches de chez nous. N'allez pas chercher du manuka qui vient de Nouvelle-Zélande pour soigner une brûlure alors que vous avez du miel de châtaignier, du miel de chêne, du miel de lavande, du miel... Ici, il n'y a pas de miel de lavande, même du miel toute fleur. Vous avez des miels absolument partout, sauf peut-être au-dessus du cercle polaire, voilà, mais il y a d'autres choses à faire. Il y a du miel suffisamment sur Terre pour pouvoir utiliser le miel local plutôt que d'aller chercher du miel. Tant bien même
c'est un miel intéressant, laissez-le lorsque c'est vraiment utile. Qu'on utilise du miel de Manuka qui a quand même un fort potentiel anti-infectieux et cicatrisant chez des personnes qui sont brûlées au 3e degré dans des centres hospitaliers, sur des grandes surfaces, qu'on l'utilise là, ok, qu'on fasse venir du miel de loin lorsqu'on est dans des situations très graves, qu'on fasse venir des plantes de l'autre bout du monde parce que toutes celles locales qui ont été essayées n'ont pas suffi, ont amélioré les choses, mais n'ont pas suffi. OK, là, je suis OK avec ça. D'aller chercher de l'éleutérocoque qui vient de Sibérie, d'aller chercher du ginseng qui vient de Chine, parce que le ginseng américain, c'est pas tout à fait le même. D'aller chercher de l'orme rouge qui vient du Canada, ou d'aller chercher de l'arpagophytum qui vient d'Afrique, alors que vous habitez en France, en Belgique, en Suisse. Non, non, non. Il y a des plantes locales qui font tout à fait l'affaire et qui sont largement suffisantes pour ce dont vous avez besoin. Dans certains cas extrêmement particuliers, oui, pourquoi pas. Mais pensez à l'impact que ça a d'aller utiliser ces plantes qui viennent de l'autre bout du monde, déjà qui doivent faire tout le trajet pour venir jusqu'à nous. Elles ne viennent pas avec leurs petites pattes. Hein. Et en plus de ce que ça correspond aujourd'hui, je parlais de champignons il y a un instant, aujourd'hui, le Cordyceps sinensis, qui est un petit champignon absolument affreux, il a une histoire de vie formidable. En fait, il rentre dans un insecte, enfin, il va parasiter un insecte et il va momifier l'insecte littéralement. Le Cordyceps sinensis ne se trouve quasiment plus à l'état sauvage parce que ça a été pillé, littéralement pillé. Aujourd'hui, il y a des drames écologiques à cause de l'utilisation d'éleutérocoques de manière complètement démesurée et absolument hallucinante. Là où une tisane de romarin serait tout à fait suffisante, on va lui conseiller de l'éleutérocoque. Là où certaines personnes une alcoolature de millepertuis serait tout à fait suffisante, on va leur conseiller du rhodiola. Alors que bon, les indications ne sont pas tout à fait les mêmes. Non, attention, les plantes qui sont autour de vous sont celles qui correspondent le plus à ce dont vous avez besoin. Alors le fait que l'on bouge beaucoup, voilà, on est dans un monde maintenant qui se déplace énormément, même le fait de changer de région hein, suffit à changer d'environnement de plantes, mais gardez des plantes qui sont quand même le plus proches de vous et n'allez pas chercher celles qui sont à l'autre bout du monde. Voilà, bref, ça c'est pour mon petit coup de gueule. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, je vous donnais des exemples de plantes et de leurs différentes utilisations. Si je prends une autre, là j'ai pas, je suis parti dans mon truc et j'ai plus, et j'ai pas d'autres exemples qui me viennent, mais voilà, lorsqu'on va utiliser les plantes en permathérapie, ce sont ces différents paramètres que l'on va regarder. On va regarder la dynamique du type d'extrait qu'on va utiliser et la dynamique de la plante et éventuellement de la partie de plante que l'on va utiliser. Et ça, après, on va le mettre en lien avec ce qu'on appelle le tropisme. Le tropisme, c'est vers quoi elle se dirige. Est-ce qu'on a un tropisme qui est plutôt système immunitaire, système endocrinien, enfin système hormonal, pardon, système tenségral, système nerveux, système digestif, système urinaire, ou même système cardiovasculaire, système respiratoire, système perceptif, système génital, etc., etc. Système cutané, voilà. On va regarder en fait ce tropisme-là. Et lorsque l'on va choisir, on va faire en sorte d'être toujours sur le système le plus haut dans un premier temps. Est-ce que j'ai quelque chose dans les 4 systèmes fondamentaux? Quelquefois non. OK. Est-ce que j'ai dans les 2 systèmes pardon, de soutien? Non. Eh bien dans ces cas-là, j'irai dans les systèmes connexes. Parce qu'on a certaines problématiques qui vont lorsque ça concerne les systèmes connexes, il faut garder à l'esprit que c'est pas grave, c'est moins grave. On est sur quelque chose qui se résout rapidement. Ça peut être difficile à vivre, compliqué, etc., mais ça se résout rapidement. Je vais prendre un exemple. On a des tachycardies. La personne a des tachycardies. Vous avez des tachycardies qui sont juste liées au système cardiovasculaire. Ceux-là sont assez simples à régler et très rapides. Mais après, la plupart des tachycardies, donc accélération du rythme respiratoire, ce sont des tachycardies qui sont liées au système nerveux. C'est plus le système cardiovasculaire qui est concerné, c'est le système nerveux. Et là, ça va être plus compliqué. On est sur un système plus important. Et d'apporter une plante ou un outil quel qu'il soit qui va juste traiter au niveau cardiovasculaire,
Ce ne sera pas pertinent. On va plutôt chercher au niveau du système nerveux. Voilà, vous voyez la logique qui est derrière. Donc, c'était vraiment pour vous présenter le cadre de la permathérapie. On pourrait après détailler sur chacun des éléments. Je vous propose d'aller regarder vos questions et puis de répondre à vos questions pour l'instant. Alors, voilà, j'ai Benoît qui me dit: «Voilà, j'ai dû rétablir mon rythme en phase avec mes concepts». Oui, je dirais même accordé avec, vos concepts. On me demande de rappeler ce que sont les tendances. Les tendances, elles sont de 3 types. On va avoir la tendance inflammation, la tendance infection et la tendance sclérose. Ces 3 tendances, elles désignent en fait 3 modes de réaction. La tendance infection, c'est lorsque le corps est désaccordé, il va ouvrir les portes au niveau du système immunitaire et donc on va laisser se déployer euh, des, euh, des éléments, ce qu'on appelle des agents infectieux. C'est un mode de réaction. On va avoir des réactions de cet ordre-là. On va avoir la tendance inflammation, donc on va mettre en place une inflammation. C'est la personne qui va avoir, voilà, elle se cogne et ça va rougir tout de suite, elle va tout de suite en fait mettre en place une inflammation, ça va être son premier mode de réaction. Et on va avoir la tendance sclérose. La tendance de sclérose, la personne elle va avoir tendance à figer les choses. L'inflammation, elle va plutôt la mettre en mouvement. La sclérose, elle va plutôt la figer. Et l'infection, elle va plutôt en fait se laisser envahir, se laisser déborder. Concernant l'arpagophytum, beaucoup de clientèle se plaignent de l'effet insuffisant des autres plantes. As-tu des propositions de remplacement efficaces sur des hits invalidantes et souffrantes? Lorsqu'on se plaint d'un effet insuffisant d'une plante, c'est bien souvent parce que la plante n'est pas la bonne, déjà. La plante ou le type d'extrait qui est utilisé. Les hits, c'est un grand sujet. Les hits, pour juste expliquer, c'est lorsqu'on a une inflammation en médecine conventionnelle, on va terminer le mot par hit. J'ai une ostéite, c'est une inflammation de l'os. J'ai une périostite, j'ai une inflammation du périoste. J'ai une myosite, j'ai une inflammation de l'os. Myos, c'est l'os, etc., etc. Et dedans, il y a la fameuse tendinite. La tendinite, eh bien, c'est une tendinite, vous n'en avez pas une. Une inflammation, c'est 4 critères. Rougeur, chaleur, douleur, enflure. Rougeur, douleur, chaleur, enflure, gonflement. C'était pour faire le rime, sinon ça ne marchait pas. Donc, lorsque ça gonfle, lorsque ça fait mal, lorsque ça devient rouge et lorsque, je ne sais plus, je les ai fait à l'envers, mais ça n'a pas marché. Rougeur, douleur, œdème et chaleur, lorsque ça chauffe. Lorsqu'on n'a pas ces éléments-là, ce n'est pas une inflammation. Ça peut être une inflammation de bas grade, mais dans ces cas-là, ça s'envoie. Alors, je précise de bas grade, c'est parce qu'il y a différents types d'inflammation, mais c'est que je suppose que la personne, lorsqu'elle me dit beaucoup de clientèle, c'est qu'elle est préparatrice en pharmacie, Catherine, ou qu'elle est elle-même pharmacienne. Donc, voilà. Une inflammation de bas grade, on n'est pas forcément dans la tendance inflammation. On est bien souvent fait dans la tendance sclérose. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est figé, en fait, à l'intérieur de la personne. Dans les tendinites, bien souvent, on est dans ce qu'on appelle une tendinose. Voilà, j'ai mal au coude. Une tendinose, c'est une irritation du tendon qui va avoir un effet inflammatoire local, mais ce n'est pas une inflammation de la région. C'est-à-dire que comment ça se repère une tendinose? Ça se voit. Est-ce que j'ai mal à l'étirement? Est-ce que j'ai mal à la contraction? Et est-ce que j'ai mal à l'appui? Si j'ai ces 3 critères-là, c'est une tendinose et ce n'est pas une tendinite. Une tendinite, ça fait mal, je touche, ça fait mal. Étirer, ça fait pas plus mal. Contracter, ça fait pas plus mal. Alors que la tendinose, c'est vraiment quand je tire, ça fait voilà, la personne ah et quand je contracte, c'est pas possible. C'est pas on n'est pas du tout sur le même. Donc il y a un problème là clairement de diagnostic. Ça c'est déjà la première chose. Il y a un problème d'analyse de la situation. Et les plantes après qu'on va utiliser, elles vont varier en fonction déjà de cette analyse-là. L'arpagophytum, il est utilisé pour les troubles articulaires. On est bien souvent dans un problème de système tenségral.
la première des choses à faire lorsqu'on a dans une problématique de système denségral, c'est de chercher où est-ce qu'il y a un déséquilibre de tension et de compression. Et ça, on va pouvoir le faire. Les plantes vont être utiles, mais elles vont être utiles si elles sont associées au mouvement, si elles sont associées à quelque chose qui mette la personne en mouvement. La plante seule, elle ne va pas suffire. Et bien souvent, on va donner l'arpagophytum, c'est assez classique, hein. On est dans une plante qui va plutôt être aggradante. Cependant, bien souvent, il va plutôt falloir, dans un premier temps, être dans une dynamique apaisante pour que ça fonctionne. Je ne sais pas si ça répond à ta question, à votre question, pardon, Catherine. C'est important de vraiment avoir ce switch-là, à un moment donné, de se dire, OK, j'ai ma pathologie, ça, c'est mon contexte médical. Ça ne me dit pas tous les autres éléments du contexte. Il faut que je prenne en compte l'ensemble des éléments, des contextes sociaux, du contexte de vie, du contexte historique, en plus pour pouvoir le prendre en compte. Si je reste uniquement au niveau du contexte médical, ça suffit pas. Si je cherche à remplacer, par exemple, dans certains cas, on va plutôt utiliser la scrofulaire, par exemple. Si je remplace l'arpagophytum, on va plutôt utiliser la scrofulaire. Si on veut vraiment que je donne des noms de plantes, hein. Mais dans d'autres cas, on se rendra compte que je suis très romarin aujourd'hui. Le romarin sera plus pertinent, je crois. Il faut vraiment que j'aille me prendre du romarin. Mais après, le romarin en bourgeon, le romarin en huile essentielle. Alors, quel type d'huile essentielle? Le romarin en hydrolat. Quel type d'hydrolat? Puisqu'il y a différents hémotypes, hein, différents types de romarin qu'on va retrouver en hydrolat, en huile essentielle. Ou bien, on va l'utiliser en infusion. C'est ça aussi, en fait, que l'on va regarder. Pourtant, le romarin, dans ses indications traditionnelles, on ne va pas dire que c'est utile pour des articulations. Parce que ce n'est pas l'articulation là qu'on va regarder, c'est la dynamique dans laquelle il met la personne. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je remonte un petit peu dans le chat. Voilà, si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas. Dans l'atelier, pour les personnes en fait qui sont dans le pack, hein, pas dans le sommet. Dans le sommet, il n'y a pas les ateliers. Les ateliers sont que dans le pack. Voilà, on verra dans le pack les notions de douleur. Ben voilà, merci Catherine. Je regarde rapidement sur les mails que j'ai reçus si vous aviez des questions. Toc, toc, toc. Voilà, j'ai reçu plein de mails, mais je ne retrouve pas. Toc, toc. Je ne vois pas de questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, à vous remercier pour votre attention. Dans la page de la 6e journée, vous pouvez, voilà, où il y a le replay, vous pouvez poser vos questions aussi dans les commentaires juste en dessous, hein. La question, Brigitte, elle me demande: es-tu permathérapeute? Oui, je suis permathérapeute et j'irai un petit peu plus loin. En fait, c'est moi qui ai développé la permathérapie. Donc, je ne sais pas si je peux m'auto-diplômer, mais oui, je suis permathérapeute. Je pense que c'est avant tout, au-delà de ça, c'est avant tout un état d'esprit. C'est un état d'esprit et une façon de penser le soin. Oui, donc vous pouvez poser vos questions aussi dans les commentaires en dessous de la vidéo, dans l'espace du sommet des plantes médicinales. Et eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup, Alexia. Merci à toutes et à tous. Merci, Marc. Eh bien, à plus tard. Et j'espère qu'avec ce sommet, vous avez découvert, vous découvrirez pas forcément la façon de vous soigner, mais combien les plantes peuvent être utiles pour prendre soin de vous. Voilà. Et demain,
dimanche, vous aurez accès en fait à l'intégralité des vidéos, du sommet. On réouvre toutes les portes. Bonne journée.